Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on parle ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Aujourd'hui, dans l'émission, on reçoit une candidate à la mairie de Paris, Sarah Knafo, qui sous l'étiquette Reconquête perturbe la bataille pour la capitale. Il y a quelques semaines encore, tout le monde tablait sur un duel entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Eh bien, c'était sans compter sur cette nouvelle entrée dans le jeu politique parisien. 9% d'intention de vote dans le dernier sondage et des propositions choc pour Paris, 10 milliards d'euros d'économies, division par 2 de la taxe foncière, sans oublier bien sûr ce projet de réouverture des voies sur berge, tout ça dans un style qu'on dit copié sur le maire de New York. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à décrypter. On le fait avec Sarah Knafo qui est sur le plateau avec nous. En culture, une exposition magnifique au Quai Branly sur 5000 ans d'histoire et de légendes d'Asie orientale. Les dragons ne sont pas uniquement les impitoyables cracheurs de feu que l'on croit connaître, ils sont aussi un symbole unique d'harmonie du monde. On en parle tout à l'heure avec le commissaire d'exposition. Le Figaro Histoire, enfin, nous racontera l'élection comme député de Paris du général Boulanger. C'était le 27 janvier 1889. Le 7 janvier, aux 20h de Gilles Boulot, Sarah Knafo entrait dans la bataille pour Paris, déterminée à remporter la capitale. Elle affirmait déjà vouloir en finir avec la gabegie, faire 10 milliards d'euros d'économies et surtout faire de Paris une ville heureuse. Depuis, la candidate Reconquête s'affiche avec un style qu'on dit copié au nouveau maire de New York, une direction artistique très pop, un grand sourire et cette veste jaune, déjà symbole de sa campagne. Sarah Knafo, est-ce que vous essayez de faire oublier aux Parisiens l'étiquette de votre parti, l'étiquette Reconquête ? Bonjour. Beaucoup de choses dans votre question. D'abord, vous avez raison, l'ambition de cette campagne, c'est de faire de Paris une ville heureuse. Et comme j'aime bien être performative dans ce que je dis, quand je parle d'une ville heureuse, j'essaye de mener une campagne heureuse. Vous avez raison, ça se voit pas beaucoup dans la politique française. Ils sont tous très ternes, ils sont tous très moroses. Ils sont là pour nous parler de nos problèmes, alors que je considère que nos problèmes, on les connaît. Et moi, je suis là pour parler des solutions. Donc vous revendiquez ce style différent ? Oui, j'ai un style différent. Est-ce que c'est un style qui est copié ? Je crois pas. La définition de l'innovation, c'est qu'on copie sur personne. Donc, à l'inverse, c'est vrai de ce que font les dinosaures de la vie politique française. J'essaye de faire des choses différentes. Alors, je travaille beaucoup pour ça. Je fais mon maximum. J'espère que ça se voit. Quant à Zoran Mamdani, le maire de New York, je vous fais pas un dessin, on est aux antipodes en termes politiques. Après, ce qui nous rassemble, c'est que il a 34 ans, j'ai 32 ans, donc il y a peut-être une manière différente de faire de la politique. De communiquer aussi ? Un peu plus neuve. Ouais, c'est vrai, de communiquer. Si on dit que communiquer sur les réseaux sociaux et parler directement avec les gens, c'est copier, je comprends pourquoi il n'intéresse plus grand monde, tous ceux qui considèrent que ça, c'est du copiage. En revanche, s'il y a une seule chose que j'aimerais bien reprendre à Zoran Mamdani, c'est que l'année dernière, il était à 9% dans les sondages. Comme aujourd'hui ? Non. Non, mais maintenant, il est maire de New York. Donc moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'en partant de son point de départ, en arrivant à parler aux gens différemment, en leur montrant des choses qu'ils entendent peut-être pas particulièrement chez les concurrents à cette élection... On peut s'imposer. Ouais, peut-être que tout est possible. Vous ne m'avez pas répondu sur l'étiquette. Pardon, l'étiquette. Revenons-en à l'étiquette. Vous savez, les municipales, c'est souvent un scrutin qui se prête au fait de faire des listes d'intérêt général qui ne soient pas les listes d'un parti. Donc moi, aujourd'hui, je me présente sans l'étiquette d'un parti. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai honte de l'étiquette de mon parti. Moi, je suis aujourd'hui une élue au Parlement européen, une élue Reconquête. Mais ce que je dis, c'est que les gens qui veulent me rejoindre ne doivent pas forcément s'encarter à Reconquête. L'intelligence, pour moi, n'est encartée nulle part. Donc demain, si vous avez des restaurateurs qui veulent me rejoindre, des militaires, des commissaires de police, des directeurs d'école, ils doivent adhérer à votre projet pour Paris ? Exactement. Je ne leur demande pas de prendre une carte dans un parti. L'élection municipale s'y prête. Moi, je cherche des gens qui ont des solutions pour la capitale. Pas des gens qui peuvent me faire état de 50 engagements dans des partis politiques. Je ne cherche pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la réussite. Donc tous ceux qui demain veulent s'engager à mes côtés, je les invite à me rejoindre. Je suis candidat.fr. On accueille aujourd'hui des centaines de candidatures. J'ai 813 candidatures aujourd'hui pour être sur mes listes. On a 503 places. Donc les commissions d'investiture sont en cours. J'espère qu'on aura les meilleurs profils à proposer aux Parisiens bientôt. J'en suis sûre, en tout cas quand je vois les qualités des gens qui viennent à mes côtés. Donc je ne leur demande pas d'être Reconquête, je leur demande d'adhérer à l'ambition de faire de Paris une ville heureuse.
Guillaume Tabar, je me tourne vers vous. Vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste politique Le Figaro. Sarah Knafo fait un très beau début de campagne. Selon le dernier sondage IFOP Fiducial, elle est à 9% des intentions de vote. Est-ce qu'on peut affirmer qu'elle perturbe le jeu parisien ? Oui, Sarah Knafo perturbe le jeu parisien. D'abord parce que c'est une ovni dans le paysage parisien. Toutes les autres têtes de liste sont déjà dans le paysage municipal parisien depuis longtemps. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Pierre-Yves Bournazel, etc. Sarah Knafo, elle n'était pas élue à Paris, elle n'est pas encore élue à Paris, donc c'est un premier élément de nouveauté. Et puis il faut reconnaître que Sarah Knafo est un phénomène médiatique et politique. Elle a été élue députée européen il y a 1 an et demi maintenant, c'est tout frais. Et c'est assez rare que dans la vie politique, quelqu'un qui décroche un premier mandat, au bout d'1 an, soit déjà dans les baromètres de popularité des différents instituts. C'est son cas. Par son style, vous faisiez allusion tout à l'heure à son style de campagne, elle s'est fait remarquer, elle s'est fait un nom. Et clairement, jusqu'à présent, vous savez, à Paris, toutes les offres qui étaient autres que celles des partis officiels de la droite avaient un peu du mal à prospérer. Le Front National, on l'a vu notamment avec la candidature de Thierry Mariani. Voilà, tout à fait. Et même généralement, les candidatures issues jusqu'ici du Front National faisaient toujours des scores très faibles à Paris. Là, c'est vrai, on voit apparaître une offre qui, pour l'instant, rencontre son terrain électoral. On l'avait déjà constaté un petit peu lors d'une partielle qui avait eu lieu dans le centre de Paris, pour une législative où Michel Barnier a été élu député dans le 5e, 6e, 7e. Et on avait vu que c'était un candidat qui portait les couleurs de Reconquête, avait fait des scores, et des scores notamment très élevés dans certaines parties de Paris, notamment dans le 7e arrondissement. Et c'était le cas également aux européennes pour la liste conduite par Marion Maréchal à l'époque, mais sur laquelle Sarah Knafo figurait, qui avait fait des très bons scores également dans le 16e. Donc oui, on sent qu'il y a un électorat de droite parisien qui est en attente d'une offre autre. Et on observe d'ailleurs aujourd'hui une forme de basculement. Je ne sais pas si vous voyez dans les sondages qu'on voit actuellement, ça m'intéresse beaucoup et je le vois aussi sur le terrain, qu'aujourd'hui, ma candidature, la proposition que je fais marche davantage à l'est qu'à l'ouest parisien. Oui, tout à fait. Donc contrairement à la caricature qui en est parfois faite, j'entends des gens dire c'est une candidature de bourgeois, etc. C'est pas du tout le cas. Moi, je m'adresse à tous les Parisiens. Ça reste à vérifier dans les urnes, ça. Ça reste à vérifier dans les urnes, comme tout, comme pour tout. On est en train de parler des sondages, on parle d'un style qui plaît. Je crois qu'il y a aussi beaucoup le fond. On y reviendra, notamment... Il se trouve que dans l'échiquier politique, aujourd'hui, je suis la seule à dénoncer les gabegies monumentales, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle parisienne, et Rachida Dati le fait aussi. Alors malheureusement, pas du tout avec la même envergure. Quand je propose un plan de 10 milliards d'économies, j'ai entendu Madame Dati dire que ça n'était pas raisonnable. Tout à fait. Sur notre plateau, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, c'est tout le contraire. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de ne pas le faire. La voie que je propose est la seule voie raisonnable. C'est la voie urgente. 10 milliards d'économies sur 10 ans, c'est bien le b.a.-ba pour désendetter une ville comme la ville de Paris, qui est aujourd'hui endettée à hauteur de 10 milliards d'euros. Comment est-ce que vous financez ces économies records ? Parce que c'est vrai que c'est un plan choc. Record, vous avez raison. Personne d'autre ne propose ça. Alors 10 milliards d'économies, comment est-ce qu'on fait sur 10 ans ? Premièrement, on divise les effectifs de la ville de Paris par 2. C'est raisonnable. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est plus que raisonnable. En fait, c'est urgent. Ce qui n'était pas raisonnable, c'est ceux qui ont fait le contraire jusque-là. Quand vous voyez qu'on avait 30 000 fonctionnaires à la ville de Paris, il y a 20 ans, à une époque où on avait 200 000 Parisiens de plus. Vous vous apercevez qu'aujourd'hui, on a 55 000 fonctionnaires, soit plus que dans l'ensemble de toutes les préfectures de France. 21 000 personnes, plus qu'à la Commission européenne, 32 000 personnes pour 27 pays et 500 millions d'habitants. Là, juste la ville de Paris, 55 000 personnes. C'est trop. Je vous disais, c'est beaucoup trop. 400 personnes à la communication de la ville. Je vais vous dire comment je fais pour diviser les effectifs de la mairie par 2. Mais d'abord, il faut bien que les gens comprennent à quel point c'est trop. On a une ville qui est suradministrée et pourtant les services publics ne sont pas au rendez-vous. Donc, on a des Parisiens qui s'en vont, 200 000 Parisiens de plus, et on a des fonctionnaires qui montent. Il y a comme un problème. Plus il y a de fonctionnaires, moins il y a de Parisiens. On peut commencer à se dire que finalement, ils ne rendent pas le service que la population attend. Comment est-ce qu'on les divise ? Vous avez déjà ce qu'on appelle un turnover naturel, c'est-à-dire des gens qui quittent la mairie tous les ans. Cela ne sont pas 3500 personnes, voilà, qu'on ne remplace pas à part dans 2 postes que je considérerais comme les priorités de ma mairie, la petite enfance, donc le personnel des crèches, et la police municipale, puisque je prévois de plus que doubler les effectifs. Même en considérant ces nouvelles embauches, le fait de diviser les effectifs de la mairie par 2 m'amène à 3 milliards d'économies nettes. 3 milliards. Ensuite, vous continuez sur les économies. Vous avez tous les ans des gabegies sans nom qui sont donnés dans des subventions à des associations qui sont politisées. Ça permet d'économiser combien ? 1 milliard sur 10 ans. Ok. Déjà colossal. On est à 4 milliards. Ensuite, vous avez l'arrêt de la politique immobilière folle de la ville de Paris, qui est un très mauvais propriétaire foncier d'ailleurs, mais qui chaque année préempte de nouveaux bâtiments
pour y installer notamment des logements sociaux, mais aussi des commerces équitables et j'en passe et des meilleurs. Une question sur les logements sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure de la petite enfance. On sait qu'il y a une forte tension sur le recrutement des personnels dans la petite enfance. C'est une de mes mesures phares. Avec énormément de gens qui disent « je ne peux pas travailler à Paris car je ne peux pas m'y loger ». Est-ce que c'est compatible avec votre politique sur les logements sociaux que de dire « je vais supprimer des logements sociaux, pour autant je veux mettre l'accent ». Attention, on ne parle pas de supprimer des logements, on parle de vendre 10% du parc de logement social à leurs occupants. On reviendra tout à l'heure sur les économies, c'était important d'arriver jusqu'à 10 milliards pour montrer aux gens, mais je vous réponds quand même, on fait cette parenthèse parce que c'est important. Vous avez chaque année 14 000 personnes qui sortent des logements sociaux. Donc un turnover important aussi dans le logement social. Aujourd'hui, vous avez 7 000 places en crèche qui sont vacantes à Paris. Pour pouvoir donner ces places en crèche à des familles qui manquent de place, il nous manque 1250 professionnels de la petite enfance pour travailler dans ces crèches. Donc 14 000 personnes qui quittent le logement social, besoin de 1250 professionnels. Comment est-ce qu'on peut faire pour les recruter? La première des choses, on peut augmenter leur salaire. C'est ce que je propose dans mon programme. Donc recréer de la désirabilité dans ces métiers. Exactement. Et là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez des offres, c'est-à-dire qu'il y a des crèches qui veulent embaucher des professionnels, elles n'arrivent pas à les embaucher pour deux raisons. Le salaire est trop faible, donc c'est pas attractif. Raison qui est une conséquence. Comme le salaire est trop faible, elles n'arrivent pas à se loger dans Paris. Je résous les deux problèmes en augmentant de 10% le salaire des professionnels de la petite enfance. Évidemment, tout cela est financé, je vous ai dit tout à l'heure. Même en comptant les nouvelles embauches, j'arrive à 3 milliards d'économies nettes sur le personnel. Et deuxièmement, en leur accordant la priorité absolue dans le logement social. Et comme je vous l'ai dit, il y a 14 000 personnes qui quittent le logement chaque année. Moi, je propose de vendre 10% du parc de logement social. Ça revient à 24 000 logements par an. Vous voyez qu'on est loin de ceux qui sont 8 milliards d'euros sur 10 ans. C'est comme ça que vous arrivez aux 10 milliards. Non. Alors, je reprends sur ça. Il y a 10 milliards d'économies. Ces 10 milliards d'économies vont me servir à baisser massivement les impôts des Parisiens. Premier élément. Le deuxième élément, je propose de diviser la dette de la mairie par deux. Comment faire ? En vendant du foncier qui est aujourd'hui propriété de la ville, qui va nous apporter des recettes grâce auxquelles on va diviser la dette par deux. Donc le premier élément, un plan de 10 milliards d'euros d'économie, grâce à la division des effectifs par deux, grâce à la fin des gabegies, notamment des subventions aux associations dont je parlais tout à l'heure, grâce à la fin de la politique foncière folle de la ville qui rapporte 5 milliards sur 10 ans, grâce au remboursement prématuré de la dette qui nous fait économiser sur le service de la dette qui coûte 500 millions chaque année, là vous atteignez les 10 milliards. Ces 10 milliards, tout de suite, je les répercute en rendant l'argent aux Parisiens. Je divise par deux tous les impôts municipaux. Notamment la taxe foncière. La taxe foncière, il y en a 3. La taxe foncière, je la divise par deux pour tous les propriétaires, entreprises comme les familles et les particuliers. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle aussi divisée par deux. Elle est répercutée sur les locataires, ça va les aider pour leur pouvoir d'achat. Et la taxe de balayage, même chose. Grâce à la privatisation de la collecte des ordures ménagères, on pourra diviser ces taxes par deux. Alors, ce programme est très ambitieux, mais pour qu'il soit mis en œuvre, il y a un petit préalable. Il faut que l'alternance politique se produisent à Paris. Or, aujourd'hui, vous êtes 3 têtes de liste principales, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel et vous, à prétendre incarner, à prétendre porter cette alternance politique. La question est simple, c'est comment gagner. Et on voit bien que Rachida Dati, elle l'a fait chez nous il y a quelques jours, mais en avant l'argument du vote utile, en disant si on disperse nos voix, eh bien, on va permettre à la gauche d'être reconduite. Comment faites-vous pour éviter que votre candidature contribue à disperser les voix de l'alternance politique à Paris? Alors, premier élément, ma candidature vise à rassembler les voix de la droite, pas à les disperser. Il faut qu'elles soient rassemblées sur mon projet, parce que je pense avoir le meilleur projet pour Paris. Je suis aujourd'hui la seule candidate à avoir publié un programme complet, la seule. Allez regarder les sites de tous les autres. J'ai publié, merci de le confirmer, j'ai publié un programme de 133 pages, 100 mesures, disponibles sur mon site internet unevilleheureuse.fr. Personne d'autre ne l'a fait. Alors je les entends tous se targuer d'une très longue expérience à la ville de Paris. Vous avez raison, ça fait très longtemps qu'ils sont payés avec l'argent public des Parisiens. Mais depuis tant d'années, ce qui sera votre cas lorsque vous serez élu vous-même à Paris. Quand je serai maire de Paris, j'espère que grâce à... Vous toucherez le même argent que les élus actuels, même de l'opposition. Mais alors moi, sans avoir touché un seul centime aujourd'hui de l'argent des Parisiens, j'ai construit un programme de 133 pages. Tous ceux qui sont payés par eux depuis des années, j'aimerais bien voir la couleur de leurs propositions. Parce que jusqu'ici, ils passent beaucoup de temps à essayer de contredire mes mesures, mais j'aimerais bien lire leur programme. Moi, je les vois à chaque fois réagir à l'actualité. Donc, à chaque fois qu'il y a une actualité, ils vont sortir 3 mesures sorties du chapeau, pas financées, jamais budgétées, jamais rigoureuses. Mais en revanche, dès lors qu'il s'agit de publier un programme complet, tous ceux qui se prévalent d'avoir de l'expérience, où sont-ils ? Mais pourquoi seriez-vous la mieux placée pour battre la gauche
En termes politiques, est-ce que vous êtes incapable de rassembler, vous parliez d'électeurs de droite au premier tour, mais au second tour, il faudra rassembler très largement. Absolument. Et qu'est-ce qui vous garantit que vous, mieux que Rachida Dati, qui est quand même en tête dans les sondages dans l'alternance, ou Pierre-Yves Bournazel, pourrait rassembler gagner, en fait. Depuis le centre jusqu'à la droite? Comment est-ce que je pourrais gagner? C'est la question. Première chose, je mise sur l'intelligence et sur la liberté des Parisiens. C'est pour ça que je propose le meilleur programme, parce que je les respecte. Donc, je propose un programme qui est chiffré de A à Z, budgété, où je suis la seule à dire voilà comment on va désendetter la ville. Tous les autres ne vous parlent pas d'un seul centime de désendettement. Quand on parle de quelques millions seulement de baisse des dépenses, on est au courant qu'on ment aux gens quand on leur fait croire qu'on va désendetter la ville. Je vous ai dit tout à l'heure, le simple service de la dette, c'est 500 millions d'euros tous les ans. Quand on dit qu'on va faire 600 millions d'économies sur le mandat, aujourd'hui, donc c'est Rachida Dati qui propose ça. Ça veut dire en réalité qu'on ne baisse même pas de 1% les dépenses sur l'ensemble de la durée du mandat. En tout cas, clairement, c'est ne pas oser aller sur le sujet essentiel. Premier élément, le programme, le sérieux du programme. C'est-à-dire avoir le courage de dire voilà quel est le problème et voilà comment on va le régler. Vous dites s'ils n'ont pas le courage de le dire. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que depuis que vous vous êtes positionné, c'est Emmanuel Grégoire qui passe en tête. Alors de très peu, c'est vrai que c'est au coude à coude avec Rachida Dati. Mais Rachida Dati... C'est pas ce que j'observe. C'est pas ce que j'observe. Moi, ce que j'observe, c'est qu'avant même ma candidature, quand on regardait l'échiquier politique, on s'apercevait, si j'additionne la candidature du Rassemblement national, M. Bournazel et ma candidature, on observe qu'à Paris, il y a 30% de Parisiens qui sont de droite et qui ne votaient pas pour Rachida Dati. Tous les électeurs de Bournazel ne sont pas forcément de droite. Centre droit, disons. Il en prend aussi un peu à gauche. L'électorat de gauche vote Grégoire. Disons, de centre. Donc 30% de centre et de droite qui ne votent pas pour Rachida Dati. Quand j'observe les sondages actuellement, c'est pas ce que je dis, mais quand j'observe les sondages actuellement, on voit qu'on aura tous besoin les uns des autres pour gagner. Et j'en viens à votre réponse, Guillaume Tabar. Rachida Dati aujourd'hui, c'est 27-28%. La gauche cumulée en face, c'est 45%. Donc aujourd'hui, en l'état... Si vous comptez, ça fait Chikirou. Cumulé. En l'état, ça ne gagne pas. Comment faire ? On a besoin les uns des autres. On a besoin de plusieurs nuances de droite. Vous allez vous rallier à Rachida Dati ou que vous allez lui demander de se rallier à vous? Écoutez, c'est les électeurs parisiens qui vont décider du sens dans lequel ça va faire. Moi, je vais tout faire pour être devant et tout faire pour gagner. Mais ce que je peux dire, et là je m'y engage, c'est que le jour où je suis devant, je lui tends la main tout de suite. Et je tends la main à tous les électeurs de droite. Et j'ai même dit que le jour où je suis devant, je tendrai la main à M. Bournazel. Car M. Bournazel, s'il est sincère... Qui a refusé votre main tendue d'ores et déjà. S'il est sincère, alors c'est ce que j'en viens là, s'il est sincère lorsqu'il dit qu'il veut garantir la sécurité des Parisiens, qu'il veut arrêter avec les gabegies de Madame Hidalgo, qu'il veut renverser ce système finalement socialiste qu'on nous a imposé pendant 25 ans, s'il est sincère, au nom de quoi est-ce qu'il ne voterait pas avec moi demain au Conseil de Paris? Il y a répondu sur TF1, 2 jours après l'annonce de votre candidature. On écoute Pierre-Yves Bournazel et je vous fais réagir dans la foulée. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre-Yves Bournazel? Beaucoup de diffamation dans ce que j'ai entendu. Merci de m'avoir fait écouter ces propos. Je trouve que c'est quand même très dépassé comme discours. C'est invraisemblable. Je pense qu'il va décevoir beaucoup de ses électeurs en parlant comme ça. De personnalités qui, pour le coup, défendent... Au Parlement européen avec l'AfD... Qui a exclu de lui-même les éléments contestables au sein de son groupe, qui les a exclus de lui-même, et c'était une condition pour moi, avant d'arriver au Parlement européen. Dans le groupe dans lequel je siège, qui s'appelle Europe des nations souveraines, il y a un principe, comme son nom l'indique, c'est la souveraineté. La condition que j'ai imposée en rejoignant ce groupe, c'est la liberté de vote totale. Et donc quand on regarde les votes au sein de ce groupe, vous avez des partis qui sont différents, qui ont des positions différentes, mais une liberté totale parce que nous respectons avant tout le principe de la souveraineté. C'est pas ce qui se fait ailleurs au Parlement européen, ça je vous le confirme, où les disciplines de vote contraignent certains, qui parfois sont sincères à l'échelle nationale, à voter en faveur de Madame von der Leyen, en faveur des commissaires. Moi, c'est pas mon cas. Je défends mes convictions et seulement l'intérêt des Français. Donc, à chaque fois que je prends des décisions au Parlement européen, typiquement comme mon rapport sur la souveraineté technologique a été adopté jeudi au Parlement européen, tout ce que je fais, c'est en fonction donc, de ma morale, des intérêts des Français, et c'est tout. Mais et dans je n'ai ces à conditions, respecter ça paraît inimaginable que Pierre-Yves Bournazel, finalement, se rallie à vous quand il dit que c'est une honte pour la France. J'espère pas un ralliement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit au nom de quoi, demain, quand on sera au Conseil de Paris, je propose, mettons, de doubler les effectifs de la police municipale. J'entends M. Bournazel qui propose la même chose. Il va voter contre, M. Bournazel? Alors il est insincère.
Il ment aux Parisiens. Une chose, est-ce qu'on vote dans une assemblée, comme c'est le cas aussi à l'Assemblée nationale, et autre chose sont les alliances que l'on peut conclure pour gagner une élection. Moi, aujourd'hui, on va clairement gagner une... J'entends M. Bournazel dire, par exemple, j'appelle Mme Dati et Mme Knafo à ne pas se mettre ensemble. Mais il veut vraiment qu'on perde, M. Bournazel. Son objectif, c'est la victoire de la gauche à Paris. Moi, mon objectif, c'est la victoire de la droite. Il dit, je ne veux pas gagner avec l'extrême droite. Je reprends ses mots. Il veut perdre. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Rachida Dati elle-même dit, Sarah Knafo, en se présentant, nous empêche, d'arriver en tête au premier tour, et donc de gagner au second tour. Alors, je ne l'ai pas entendu dire ça. Je pense vous avoir prouvé qu'on avait tous besoin les uns des autres pour gagner. Et comme je vous le dis, si demain j'étais en tête, j'aurais quand même besoin des autres. Il faut aussi parfois, dans une élection, regarder les rapports de force tels qu'ils sont et prendre conscience qu'à l'échelle de Paris comme à l'échelle de la France, seule l'union va nous permettre de gagner. Aujourd'hui, vous avez une gauche qui s'est unie, alors certes sans LFI, mais vous avez une gauche qui a réussi à s'allier. Pourquoi est-ce que la droite n'y arriverait pas? Pourquoi est-ce qu'on serait condamné à l'échec pour de vieux anathèmes comme vous m'en avez montré? S'associer à la France insoumise. La gauche? Oui. Vous avez raison. Et peut-être que c'est tant mieux. D'ailleurs, peut-être que grâce à ça, la droite va réussir à gagner cette ville. En tout cas, c'est ce que je vais tout faire pour ça. Je vais tout faire pour gagner la ville de Paris. Ma stratégie pour rassembler, c'est de proposer le meilleur programme et de miser sur l'intelligence des Parisiens. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait parler de stratégie politique et au deuxième tour, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est que ma stratégie, proposer le meilleur programme pour gagner, et ensuite, mon intention, c'est que la droite gagne. Il faut récupérer la ville de Paris, qui a été laissée trop longtemps, abandonnée très longtemps aux socialistes. Je crois qu'il y a des cycles en politique. Quand vous regardez Chirac qui a pris la ville de Paris en 77, on parlait de Mamdani, on aurait pu trouver un exemple beaucoup plus terroir et dire que Chirac avait commencé très bas, à moins de 10 dans les sondages. Il était contre Dornano et il y arrive, alors qu'il n'était pas donné gagnant. Vous vous en souvenez peut-être? Moi, j'étais pas née, mais vous vous en souvenez, il n'était pas donné gagnant. On pensait que c'était le candidat de Giscard qui allait réussir à remporter la ville. Il y avait une bataille interne et puis à droite, il arrive, il y avait une bataille interne et il y arrive. Il arrive à gagner la ville. Vous voulez dire c'est que c'est la fin de ce cycle de la gauche à Paris? Oui, c'est qu'il y a eu 25 ans de droite à Paris, 77-2001. Depuis 2001, maintenant, ça fait 25 ans. On arrive à la fin d'un cycle. La gauche n'a plus rien à proposer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Continuer d'endetter la ville jusqu'à n'en plus finir? Sur cette alternance, on est d'accord qu'on est à la fin d'un cycle dominé par la gauche depuis 25 ans. Mais vous avez pris l'hypothèse où vous seriez en tête. Oui. Dans une campagne, bien sûr, le propre de la campagne, c'est de faire bouger les lignes, mais à ce jour, à 2 mois du scrutin, des 3 listes de cet espace, vous êtes quand même en dernière position. Et la seule qui monte. Et la seule qui monte. La dynamique qui compte dans les campagnes, monsieur Favard. Passer de 9 à 28, il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Oui. Dans l'hypothèse où vous ne seriez pas en tête, quelles sont, vous, les conditions que vous posez? Est-ce que vous dites, comme vous l'avez répété, je ne ferai jamais perdre la droite? Donc, en clair, si Rachida Dati refuse de fusionner avec vous, est-ce que vous dites, tant pis pour elle, on ne fusionne pas, je ne la soutiens pas? Ou est-ce que vous dites, même si elle refuse de me tendre la main, je la soutiens pour faire basculer Paris? Vous allez peut-être penser que j'ai un excès de confiance dans les gens, mais je pense toujours que les gens sont sincères quand ils s'expriment. Donc je me dis que si ils sont sincères quand ils disent que leur intérêt pour les Parisiens, c'est de voir la ville reprise à la gauche, alors ce cas de figure n'existera pas. Demain, j'espère, quand on sera tous au second tour et tous prêts à entrer au Conseil de Paris, j'espère que la droite saura se rassembler. Et quand je dis la droite, c'est toute la droite. Je pense aussi à M. Mariani, et je vous ai dit, je mettais même M. Bournazel dans le lot. Alors est-ce qu'il va vouloir continuer de jouer aux faux indignés en permanence pendant cette campagne? Peut-être que ce qu'il veut, c'est la défaite. Et vous avez cité Thierry Mariani, est-ce que au nom de l'efficacité électorale, est-ce que vous souhaiteriez qu'il se retire tout simplement cette compétition? Moi, j'ai du respect pour la démocratie. J'ai jamais vraiment aimé ces arguments du Rassemblement national qui empêchaient les autres listes de se présenter sous prétexte qu'il fallait être efficace. Moi, je crois à la démocratie. Le parti unique, c'est la dictature. Je suis une vraie démocrate. D'ailleurs, quand je dis que je veux gouverner Paris comme on gouverne la Suisse, c'est parce que j'aime la démocratie. Donc il est bon pour la démocratie et il est sain que toutes les lignes soient représentées. Je crois à l'union des droites. C'est pas la fusion et c'est pas la disparition. L'union des droites, c'est que différentes lignes puissent se rassembler à un moment pour porter un projet commun. Exactement. Donc non, j'appelle personne à disparaître. Je crois que c'est positif pour la démocratie que les électeurs choisissent, que ça clarifiera les lignes aussi. Ça montrera ce que les électeurs préfèrent. C'est ce que je vais m'atteler à faire pendant les prochains jours. J'espère que la dynamique restera comme elle est aujourd'hui, où j'ai pris 4 points juste après le lancement de ma candidature. Si le rythme se poursuit, en principe, ça devrait marcher. Vous êtes optimiste. J'aimerais qu'on parle de ce projet des voies sur berge que vous portez, ce projet très ambitieux qui s'impose déjà comme un symbole de votre campagne. On va regarder ce que vous proposez. C'est 60 millions
d'euros pour financer un retour des voitures sur les voies sur berge et une intégration des piétons et des cyclistes. Oui, avec une promenade magnifique qui sera construite au-dessus. On la Vous voulez qu'on regarde d'abord ? On regarde en même temps que on regarde en même temps, je décris. Oui, tout à fait. C'est comme la météo, je vais décrire. C'est un peu l'idée. Très bien. Des images qui sont conçues avec l'intelligence artificielle. Absolument. Pour nous présenter le projet que vous avez en tête. Ce sera encore plus beau, je l'espère, puisqu'il y aura un concours d'architectes, bien sûr. Mais en tout cas, ce que j'ai imaginé, première chose, je me promène très souvent sur les voies sur berge. J'aime cet endroit, je fais aussi partie des piétons, des cyclistes à Paris, donc moi aussi, j'aime cet endroit. Ça, on veut le garder. Ça, on veut le garder. L'idée qu'on puisse se promener devant ces monuments magnifiques, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je ne voulais pas simplement rouvrir à la circulation automobile les voies sur berge. Il faut d'abord dire que c'est nécessaire parce que ça a totalement engorgé Paris. Ça a créé une pollution localisée à cet endroit de Paris très, très forte parce que vous avez 3 fois plus environ de pollution quand vous avez des voitures qui sont dans les bouchons plutôt que des voitures qui circulent de manière fluide. Ça crée beaucoup plus de pollution. Donc on est arrivé un peu à l'extrême inverse de ce qu'on espérait au départ. Il y a moins de circulation que du temps où les voies sur berge, notamment rive droite, étaient en service. Alors ce qu'il faut, c'est rouvrir effectivement sur la rive droite. Vous avez aujourd'hui plus de circulation parce que ça a engorgé d'autres axes dans Paris. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs juste en bas de leurs fenêtres, quand vous êtes quai du Louvre jusqu'à la Bastille. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans Paris. Ça pose un problème parce que l'histoire de Paris nous montre qu'on a toujours eu besoin d'un axe de traversée ouest-est, qui n'avait jamais existé puisque Paris s'était construit sur des axes nord-sud, Saint-Jacques, Saint-Martin. Il y avait toujours eu des embouteillages à Paris. À l'époque, on appelait ça les embarras. Et pour la petite histoire, c'est même à cause de ça qu'Henri IV s'est fait assassiner, puisque Ravaillac a rattrapé son cortège dans un embouteillage et l'a poignardé dans son carrosse. Je ferme la parenthèse de cette petite histoire. Paris a toujours manqué de cet axe ouest-est pour traverser la ville. Miracle, en 67, vous avez le général de Gaulle et Pompidou qui inventent cette idée de créer une voie sur berge qui va permettre de traverser la capitale. Ils résolvent un problème vieux de 1000 ans. Anne Hidalgo arrive sur ces entrefaites et Madame Hidalgo, c'est ce qu'on me raconte à son cabinet, se demande à l'époque comment faire un symbole contre la droite. Quel symbole politique puis-je utiliser pour exciter la droite et qu'on parle de moi ? Et à ce moment-là, quel meilleur exemple que fermer une voie qui s'appelle voie Georges Pompidou ? Donc elle décide de fermer les voies sur berge pour des raisons exclusivement politiques. Ce ne sont pas des climatologues qui lui ont dit si vous fermez les voies sur berge à cet endroit, il y avait quand même un problème qui effectivement de diminuer la place de la voiture à Paris. Je parle de cette voie-là. Cette voie-là. Le fait de diminuer la place de la voiture à Paris, aujourd'hui, c'est fait. Et de limiter la pollution de l'air et la pollution sonore. Limiter la pollution de l'air, si on arrive à ça. Qu'est-ce qui a vraiment limité la pollution de l'air ? Les industriels qui se sont adaptés dans les pots d'échappement, le changement des modes de chauffage des maisons. Quand vous regardez la carte de l'Île-de-France, vous voyez que l'air est de plus en plus pur. Mais Madame Hidalgo, elle n'est pas maire du reste de la petite couronne. Elle n'est pas maire de toute l'Île-de-France. Et donc, pourtant, la qualité de l'air s'est améliorée partout, y compris dans des villes de droite qui n'ont pas eu la même politique que Madame Hidalgo. La qualité de l'air ne s'est pas améliorée grâce à Madame Hidalgo. Ça n'est pas venu d'elle, c'est beaucoup venu du privé. Si je vous prends l'exemple du Vélib, ça n'est pas une idée de la gauche. C'est une idée de J.C. Decaux qui a l'idée du vélo en libre service. Donc il ne faut pas tout attribuer à Madame Hidalgo. Ce que je défends... Donc vous revenez sur le projet de la maire de... Non, c'est J.C. Decaux qui l'a proposé à M. Delano, qui à la fin a accepté. Une minute pour conclure, donc j'aimerais qu'on aille au bout de ce projet. 60 millions d'euros, c'est colossal. C'est un gros projet. 10 milliards d'économies, rappelez-le toujours. 10 milliards d'économies, c'est le seul projet. Est-ce que c'est raisonnable quand on parle de gabegie ? Quand on parle de dépenses publiques. Et comment ? Quand vous êtes la seule candidate, comme je le suis, à proposer le désendettement de la ville, de diviser par 2 la dette de la ville, c'est le seul projet de plus de 10 millions d'euros que je propose dans mon programme. Et je précise que si les Parisiens en sont d'accord, ce sont eux qui l'adopteront par référendum. Moi, je suis là pour construire, pour proposer des solutions. Et ensuite, avec moi, ce sont les Parisiens qui choisiront. Un petit mot d'actualité rapidement. Que vous inspire le selfie fait dans un avion pour aller visiter le camp d'Auschwitz, selfie fait par Jean-Luc Romero, Anne Hidalgo, un certain nombre d'élus de Paris. Donc expliquons que ce sont des soutiens du candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Je trouve que c'est une honte. Une honte, j'ai même cru que c'était un faux. On accuse souvent les candidats d'utiliser l'IA dans leurs images. Je me suis même dit que c'était fait à l'IA tellement j'ai eu du mal à y croire. Qu'est-ce qui vous choque ? Indécent. Les sourires, comme s'ils allaient dans un endroit de divertissement. Ils vont à Auschwitz, on parle de choses graves. Et les voilà sourire sur Instagram. J'ai trouvé l'image absolument indécente, mais plus rien ne m'étonne de la part des socialistes aujourd'hui. On s'arrête là, je suis désolée, on va manquer de temps. Merci Sarah Knafo d'être venue sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup Guillaume Tabar. On passe tout de suite à l'entretien culture. Merci à vous.
Le musée du Quai Branly accueille 5000 ans d'histoire et de légendes d'Asie orientale avec cette exposition unique sur les dragons conçue avec le musée national de Taipei à Taïwan. Des joyaux nous sont présentés pour questionner nos a priori sur ce que l'on imagine créatures maléfiques cracheuses de feu, en réalité symbole universel de la vie et de l'harmonie du monde. On va en parler avec Julien Rousseau, vous êtes commissaire de cette exposition. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Comment s'est décidée cette exposition et pourquoi avoir fait le choix de se focus sur les dragons ? Eh bien, cette idée est née déjà d'un échange d'exposition avec le musée national du Palais de Taipei. Donc, ça a été une coproduction entre les deux musées. Et l'idée originale est venue du musée national du Palais de Taipei de présenter ce sujet qui est finalement, qui paraît presque comme un cliché des arts de Chine et d'Asie orientale, mais qui finalement n'avait pas vraiment fait l'objet d'une exposition monographique entièrement dédiée à ce sujet. Je le disais en introduction, mais on a une vision assez faussée de ce qu'est le dragon, en tout cas réductrice. On le résume à cette créature effrayante, maléfique qui crache du feu, alors qu'il est en réalité un symbole d'une énergie vitale du monde, maître des pluies, sorte de garant d'une harmonie entre les hommes, la nature et les dieux. Et c'est vrai que ça, on l'oublie. Oui, c'est vrai, tout à fait. Puis on a tendance aussi à comparer ce qui est le dragon en Asie orientale et donc qui est apparu en Chine avec ce qu'on entend sous ce terme en Europe et dans les mythologies occidentales depuis les mythologies gréco-romaines, même très anciennement. Mais en fait, les deux créatures n'ont absolument rien à voir, puisque en Chine, le dragon est au départ lié au pouvoir vital du ciel, en particulier des nuages, de la pluie, et à ce pouvoir naturel dont dépend à la fois l'harmonie universelle et la survie des hommes sur Terre. Autour de ce sujet, on peut basculer avec vous dans une plongée qui est autant historique qu'artistique sur ces 5000 ans d'Asie orientale et présenter des œuvres exceptionnelles et des objets uniques. Dès le néolithique, on retrouve les premières évocations de dragons dans les jades de la culture de Hongshan. C'est entre l'actuelle Mongolie et le nord-est de la Chine. Et là, c'est une sorte de cochon dragon qui nous apparaît. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on se rend compte, grâce à cette exposition aussi, de l'évolution des symboles et des représentations du dragon. Voilà, effectivement, c'est une petite histoire du dragon, puisque l'histoire, en réalité, est bien plus longue que celle qu'on peut retracer dans l'exposition. Bon, c'est déjà pas mal. On commence au néolithique avec le cochon dragon, en quelque sorte, qu'on voit à l'écran. C'est un petit peu comme un bébé dragon, le bébé dragon qui est en gestation. Voilà, il ressemble plus à un ver, presque on l'a comparé parfois à un ver à soie. Et puis le dragon, il est aussi immense comme l'arc-en-ciel par la suite, puisqu'il occupera cette place centrale dans la cosmologie. Il mettra donc les hommes en relation avec le ciel et le pouvoir de fertilité et de prospérité du ciel pour apporter toute cette force céleste sur Terre qu'a cherché d'ailleurs à s'approprier le pouvoir poétique depuis les origines. D'ailleurs, au IIe siècle, un philosophe dira que le dragon, c'est la combinaison finalement de 9 animaux. Le cerf, le chameau, le lièvre, le serpent, le mollusque, la carpe, l'aigle, le tigre, le bœuf. Ça montre finalement à quel point les représentations sont variées et les symboliques également. On va en parler sous une forme différente, peut-être plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui, sous la dynastie Shang, au travers d'inscriptions et de bronzes rituels. Là, on voit 268 graphies différentes. Il n'y a pas un seul dragon, mais plusieurs représentations. Par contre, elles ont des fonctions qui sont similaires. Elles sont oraculaires. On est là pour interroger le dieu du ciel et discuter finalement avec les dieux. C'est la fonction du dragon. Voilà, c'est ça. Donc on a une époque, je dirais, plus que charnière, puisque la dynastie de Shang, c'est la première dynastie historique attestée par l'archéologie en Chine. C'est l'époque où apparaissent ces premières écritures, donc effectivement, qui sont des inscriptions gravées à des fins oraculaires, donc sur les carapaces de tortues, des ossements, pour interroger les divinités célestes. Et via les ancêtres royaux, qui sont des intermédiaires en fait avec le ciel et ses divinités. Et déjà, dès ces premières écritures, il y a plus d'une centaine de caractères qui évoquent le dragon, soit par sa ressemblance ou son assimilation à l'arc-en-ciel, ou à la figure des souverains, déjà à l'époque, qui avaient ce rôle justement de mise en relation de la terre avec le ciel, puisque en Chine, l'ordre du monde repose sur la triade qui est composée par les hommes, la terre et le ciel. Voilà, c'est particulièrement important pour comprendre cette force en fait du dragon. Et en même temps, donc, les dragons apparaissent progressivement sur tout le bestiaire surnaturel qui est représenté sur les bronzes rituels qui étaient utilisés aussi pour honorer ces divinités célestes.
Ce qui est intéressant, et pour bien comprendre aussi de quoi on parle, c'est ces dragons sont finalement à la croisée de 3 courants que sont le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Et donc, il faut bien comprendre qu'ils s'imbriquent dans ces réalités, dans ces croyances, tantôt maître des pluies, tantôt signe du zodiaque, tantôt serviteur des eaux, serviteur des sages. J'aimerais qu'on dise aussi un mot d'un autre symbole important, ce chiffre 9, qui est vraiment très présent dans la symbolique des dragons et notamment dans la symbolique de la civilisation chinoise. Racontez-nous. Alors le chiffre 9, c'est le chiffre parfait en fait en Chine, donc il est un chiffre de bon augure, porte-bonheur, parce qu'il représente, il est homophone aussi de l'infini. Voilà, et le 3, c'est le carré de 3, donc c'est 3 fois le 3, et on le disait tout à l'heure, le 3 c'est une vision en résumé en fait du monde, c'est cette triade qui est formé par l'homme, la terre et le ciel. Donc c'est pas un hasard si le dragon, on dit souvent qu'il a 9 éléments, puisque il est associé à ce chiffre parfait. Petite anecdote assez incroyable, la cité interdite contiendrait 9 990 pièces dans des bâtiments à 9 poutres, finalement autant de symboles qui se répètent et qui mettent en valeur ce symbole du chiffre 9. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer que le dragon va incarner ce seigneur céleste qui décide des périodes de sécheresse, des inondations, des tempêtes et finalement qui régit le monde ? C'est difficile à dater, la question des origines est toujours un petit peu compliquée. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les textes à partir du 2e, du 3e siècle avant notre ère commencent à décrire le dragon. Donc, ce sont les premières sources écrites. Et elles l'associent donc à ce qu'on appelait à l'époque les souffles du ciel, donc à cette énergie vitale universelle qui est liée à la pluie, aux nuages. À la même époque, donc le dragon va être associé au pouvoir royal, donc qui va mettre justement en relation les hommes avec le ciel. Il est donc à ce moment-là un symbole d'autorité. Il est dès cette époque-là, voilà, dès les premières dynasties et de manière officielle à partir des premiers empires en fait, dès les premiers empereurs à l'époque Qin et Han. Et puis par la suite, c'est que finalement bien plus tard, au XIIe siècle, que là encore des textes, mais cette fois des édits, vont vraiment réserver certaines formes de dragons, en particulier le dragon jaune à 5 griffes, à l'empereur et au cercle restreint des tsars impériaux. J'aimerais qu'on revienne sur ces différentes représentations et ces différentes significations que peut avoir le dragon selon les différents courants. Pour le taoïsme, le dragon vert est associé par exemple au printemps, au bois, au yang, c'est la monture des immortels, ce qui est très différent chez les bouddhistes, qui est plutôt un dragon protecteur, il protège notamment le Bouddha. J'aimerais qu'on parle aussi dans le zodiaque de ce que représente le dragon, qui est la seule créature imaginaire. C'est difficile de faire une synthèse de tout ça, puisqu'on se rend compte qu'il y a des représentations et donc des significations et des symboles qui varient selon les courants de pensée, les courants religieux. Comment est-ce que finalement on s'approprie cet être et cette créature imaginaire ? Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, on essaye de se l'approprier, mais le dragon, c'est une créature polymorphe, voilà, qui ne cesse d'évoluer au fil des époques, encore aujourd'hui. Il est au départ une créature mythologique, cosmologique, donc qui est liée vraiment à toute une vision du monde, donc qui est finalement indissociable de toute la culture, voilà, de la civilisation chinoise, et puis ensuite il s'est diffusé dans toute l'Asie orientale. Voilà, c'est ça qu'il est au départ, c'est vraiment une créature cosmologique. De là, il a ensuite été adopté par le bouddhisme qui est venu d'Inde à partir du 1er siècle de notre ère, aussi par le taoïsme, le confucianisme, tout simplement parce que c'est une créature finalement qui est transversale. Et qui s'impose dans la culture de ce peuple. Voilà, tout à fait, et qui vit aussi à travers des histoires populaires qui ne sont pas forcément figées par des textes ou par des courants religieux. Voilà, donc il existe une multitude de dragons. Il y a cette longévité du dragon qui est assez unique et dont on va parler de manière encore plus contemporaine. J'aimerais juste qu'on revienne sur ce dragon impérial et sur ses représentations dans les objets du quotidien. Vous nous présentez des pièces magnifiques. On se rend compte que le dragon est représenté absolument partout. Oui, on le voit partout puisque il a préexisté en fait aux empereurs et puis il leur a survécu aussi puisqu'il existe toujours à travers des objets populaires, des récits. Voilà, on le voit sur des jouets d'enfants, des objets religieux ou des objets qui sont liés aussi à différents moments de la vie. Par exemple, on voit ici un jouet d'enfant avec une figure de dragon. Donc finalement, le dragon, comme il l'a toujours fait,
il est représenté sur tout type de support, tout type d'objets, des matériaux qui soient prestigieux ou même les plus modestes. On bascule dans l'époque plus contemporaine avec ce qu'on appelle la danse du dragon, l'emblème par excellence de la vitalité, pourvoyeur de mise en scène assez infinie, je dois dire. On le voit maintenant dans nos villes, pendant par exemple le Nouvel An chinois, mais c'est vrai évidemment dans d'autres réalités. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Alors effectivement, oui, je pense que tout le monde a déjà vu ou entendu parler de la danse du dragon. C'est une fête, c'est avant tout une fête populaire, voilà, qui est donnée à l'occasion du Nouvel An, mais aussi à l'occasion de diverses fêtes locales ou pour l'ouverture d'un commerce. Alors le dragon, on disait tout à l'heure, il est lié à cette énergie vitale universelle, ce qu'on appelle le qi en chinois, et qui est essentiel au bien-être sur un lieu, tout simplement, qui est lié à la disposition des éléments naturels, qui est lié aussi au culte des ancêtres, voilà, un ensemble de facteurs qui... C'est un peu une sorte de porte-bonheur aussi. Voilà, exactement, c'est un porte-bonheur. Et cette danse du dragon, donc justement, elle est là pour protéger un lieu et apporter cette bonne circulation en fait, d'énergie vitale selon la théorie de la géomancie, voilà ce qu'on appelle le feng shui en chinois. C'est cette bonne circulation, tout simplement, des énergies, mais ce n'est pas quelque chose de métaphysique, de conceptuel, c'est quelque chose de très concret et qui participe à la fois à la prospérité des commerces et voilà, au bien-être tout simplement des personnes sur un lieu. Ça donne des créations absolument magnifiques. On en a vu défiler certaines, notamment une au musée du Quai Branly que vous exposez. Et derrière, ça demande aussi une certaine pratique, puisqu'il faut maîtriser cette danse du dragon. C'est un rituel, on apprend la danse du dragon? Alors oui, c'est tout ça à la fois, c'est un rituel, c'est un sport aussi, puisque ce sont des danses qui sont liées à la pratique des arts martiaux. Oui. Vous savez, en Chine, ce qu'on appelle les arts martiaux externes sont les arts martiaux des écoles particulièrement acrobatiques, qui reposent voilà, sur la force physique et des chorégraphies souvent inspirées de mouvements animaux. Voilà, tout ça a une histoire très, très ancienne qui est liée à la médecine et aux anciennes gymnastiques thérapeutiques chinoises. Et donc, c'est une danse qui mêle à la fois voilà, toute cette symbolique et aussi cette pratique sportive qui est très vivante encore aujourd'hui. Vous avez raison de parler de pratique vivante, puisque c'est vraiment un symbole de longévité de ce dragon et de son évolution depuis 5000 ans d'histoire. Qu'est-ce que vous attendez de ce public qui va se rendre au musée du Quai Branly pour découvrir cette exposition dragon? Il va y avoir de l'émerveillement, il va y avoir un certain nombre de questionnements, évidemment, puisque c'est une culture qu'on connaît mal. Je le disais, on a beaucoup de préjugés sur, par exemple, le symbole du dragon. Qu'est-ce que vous attendez de ces publics? Déjà qu'ils découvrent les chefs-d'œuvre du Musée national du Palais de Taipei, qui sont présentés pour la première fois en France voilà, de manière assez exceptionnelle. Donc on espère que le public viendra les voir nombreux. Une exposition aussi qu'on a vraiment essayé de présenter de manière très grand public. Voilà, c'est vraiment une histoire du dragon. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de l'histoire de la Chine pour comprendre en fait ces images et puis pour voir leur importance, leurs évolutions. Et puis au-delà de ça, je pense que le dragon, c'est vraiment un symbole de la relation de l'homme à la nature, de toute une vision du monde qui est particulièrement intéressante. Et on oublie parfois que voilà, la civilisation chinoise, c'est une civilisation qui est étroitement liée à cette relation entre l'homme et la nature. Et c'est quelque chose de constant. En fait, vous nous rappelez très bien dans cette très belle exposition. Merci beaucoup, Julien Rousseau, d'être venu nous parler de cette exposition au musée du Quai Branly. Dragon, c'était un plaisir d'en parler avec vous. On est ravis de vous avoir reçu dans cet entretien culture et on vous attend nombreux pour découvrir cette exposition unique. Merci beaucoup, Julien Rousseau. On passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte que le 27 janvier 1889, le général Boulanger était élu triomphalement député de Paris. Le début d'une aventure politique éphémère, certes, mais au grand retentissement qui ébranla la fragile Troisième République. On en parle avec vous, Geoffroy Caillé, bien sûr. On va essayer de comprendre déjà d'où vient ce général Boulanger. Oui, Georges Boulanger est un Breton. Il est né à Rennes en 1837
au beau milieu de ce siècle, justement, qui était marqué par tant de bouleversements politiques. On a eu l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet sous laquelle il naît, et bientôt encore d'autres bouleversements avec la Révolution de 48, la Seconde République et bientôt le Second Empire. Et finalement, cette instabilité politique va être un peu le décor de toute sa vie. Alors, il est né dans une famille bourgeoise. Son père est avoué près le tribunal de Rennes, et il n'est pas l'héritier, en revanche, d'une grande tradition militaire. Et donc, son ambition va vraiment passer par l'école et le métier des armes. À quoi va ressembler cette carrière militaire? Alors, il rentre à Saint-Cyr, qui est évidemment le creuset de l'élite militaire française, et il en sort en 1856. Et alors, il se distingue vraiment par sa rigueur, par sa discipline et sa vraie capacité à commander. Il participe bientôt aux campagnes coloniales, qui continuent notamment en Algérie. Et là, il découvre vraiment le rôle central de l'armée dans la domination politique. Arrive la guerre de 70, la fameuse guerre franco-prussienne. Et là, évidemment, cette guerre est rapide, brutale, avec un résultat catastrophique, puisque l'empereur Napoléon III est vaincu à Sedan le 2 septembre et la République est proclamée le lendemain. Boulanger se bat dans cette guerre, avec courage d'ailleurs, il est blessé, et il gagne une réputation vraiment d'officier tout à fait énergique. Mais comme toute sa génération militaire et française, il vit vraiment la défaite contre la Prusse comme une humiliation, surtout qu'évidemment la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Ça devient une sorte de blessure ouverte. Et à partir de ce moment-là, pour lui, le thème de la revanche contre l'Allemagne va structurer vraiment son imaginaire politique. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va assister à la naissance aussi de la Troisième République, et ça va être une autre forme de déclencheur chez lui? Oui, exactement, parce qu'il va falloir quelques années quand même pour que la Troisième République s'affermisse. On la date en général de 1875, au moment du vote des lois constitutionnelles. Et malgré tout, elle est entourée d'un climat vraiment de défiance, puisqu'elle est contestée sur sa droite par les monarchistes, par les bonapartistes, par une partie de l'armée, et de l'autre côté par certains républicains radicaux qui en voudraient davantage. Donc sa survie n'est pas du tout garantie. Et Boulanger, à cet égard, choisit une stratégie assez prudente face à ce régime mal affermi. Il se montre loyal envers ce régime, il évite les positions trop marquées et il comprend que l'armée doit rester vraiment républicaine, mais en même temps il saisit qu'elle a un prestige supérieur à celui du monde politique que l'opinion vraiment perçoit comme un monde bavard, corrompu. Vous me direz que rien n'a tellement changé. Et alors de son côté, il est très ambitieux, il gravit les échelons de l'armée et surtout il se forge un réseau et il se forge une réputation, et notamment, comme c'est un bel homme, on le voit sur les photos qui défilent à l'écran, il soigne vraiment son apparence. Très charismatique. Il est très charismatique, il a une tenue impeccable, il a une moustache virile, un regard sévère, conquérant et en même temps très accessible. Et à l'époque où la presse illustrée diffuse le portrait des hommes politiques et des généraux de l'armée française, ça compte énormément. En 1880, il est nommé à 43 ans général de brigade, le plus jeune de l'armée française. Et c'est en 1886 que tout va s'accélérer pour lui. Oui, parce que cette année-là, grâce à ses appuis qu'il a bien cultivés, notamment Georges Clemenceau, qui était son condisciple au lycée de Rennes, il est nommé ministre de la guerre. Et ce poste va vraiment transformer le général Boulanger en un phénomène national, parce que dès son arrivée, il adopte vraiment une stratégie tout à fait efficace. Il se rapproche des soldats. Il multiplie des gestes symboliques dont on va parler, il parle clair, fort, souvent, et notamment contre l'Allemagne. Et justement, quand je parlais de gestes symboliques, vis-à-vis des soldats, il améliore le quotidien de la troupe, ce qui est évidemment très apprécié par le monde militaire, oui. C'est populaire. Il modernise certains équipements, il autorise le port de la barbe, qui était interdit jusqu'ici, je pense pour des raisons essentiellement pratiques, parce qu'il fallait passer la martingale Mais c'est un symbole très viril. Mais c'est viril, donc ça lui plaît finalement, il permet aux soldats de lui ressembler. Il adopte un ton très martial qui tranche vraiment avec cette prudence diplomatique du gouvernement, et finalement il incarne une armée populaire, presque démocratique finalement, tout en restant autoritaire. Il y a un chef à sa tête. Il y a une sorte de phénomène, non? Oui, il y a vraiment un phénomène, d'autant que la presse s'emballe et joue son rôle dans la popularité du général Boulanger. Il devient un héros, des chansons circulent qui le mettent en scène, des objets à son effigie, figurez-vous, sont vendus. Des goodies. C'est des goodies avant l'heure, et vraiment il devient le général revanche, celui qui va offrir à la France sa victoire contre l'Allemagne. Mais rapidement, la France est traversée par des scandales, des crises économiques, la lassitude parlementaire, et Boulanger devient vraiment le responsable
réceptacle de la colère de l'opinion, puisque chacun voit en lui finalement ce qu'ils veulent. Les nationalistes voient en Boulanger un chef vraiment énergique qui leur manque, les monarchistes vraiment un outil pour renverser cette république, les bonapartistes un nouvel homme providentiel comme Napoléon, et puis certains républicains radicaux, encore eux, un moyen de nettoyer un régime qu'eux-mêmes jugent finalement corrompu. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte, et l'habileté de Boulanger, c'est de ne jamais clarifier la situation. Il a compris, comme le cardinal de Rais, qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Est-ce que cette attitude va finir par se retourner contre lui? Oui, finalement, parce que le pouvoir républicain comprend petit à petit quand même le danger qu'il représente, puisque Boulanger n'est pas seulement populaire, il devient potentiellement subversif, et en 1887, il est écarté du ministère de la Guerre et enfin muté loin de Paris. Mais finalement, cette situation le renforce, puisqu'il apparaît vraiment comme la victime du système, et sa popularité explose. Il entre en politique et il se présente à quelque chose qui était possible à l'époque, qui sont les élections partielles. On pouvait se présenter à plusieurs endroits, à Charleville-Mézières, dans la Creuse, dans le Puy-de-Dôme, au même moment. Et donc à chacune de ces victoires, la tension monte, et vraiment Boulanger explose dans l'opinion. Les manifestations en sa faveur rassemblent vraiment des foules considérables. On crie à l'Élysée en parlant de Boulanger. Et ça devient un vrai courant politique, non? Ça devient un courant politique qui pourtant n'est pas très structuré. Il repose simplement sur quelques idées un peu vagues. Le rejet du parlementarisme, l'appel direct au peuple, le culte du chef et l'idée de revanche contre l'Allemagne. Et vient cette fameuse élection à Paris. Oui, l'élection que l'on fête aujourd'hui finalement, enfin c'est demain 27 janvier 1889, Boulanger dans toutes ses élections partielles est élu député de Paris avec un score massif, et là c'est vraiment le sommet de sa puissance. Beaucoup pensent que le régime républicain est à deux doigts de tomber. Ses partisans les plus radicaux le pressent d'agir instantanément, de marcher sur l'Élysée. Et effectivement, si un coup de force se mettait en place, tout pourrait absolument basculer. L'armée, la police lui sont favorables. Le moment est vraiment bon pour lui. Il hésite. Et finalement, il hésite. Cet homme qui est énergique s'avère finalement indécis. Il craint probablement les conséquences juridiques d'une prise du pouvoir par la force, peut-être la guerre civile et peut-être aussi la réalité du pouvoir finalement. Donc il temporise cette fois, il calcule, il attend. Et le gouvernement, lui, ne tergiverse pas du tout. Il lance des poursuites contre Boulanger pour complot et menaces contre la sûreté de l'État. Et alors Boulanger se met à paniquer, il choisit la fuite et il part au mois d'avril 1889 en Belgique. Et Ça casse un peu le mythe quand même. Hein. C'est un geste qui vraiment casse son mythe, effectivement. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Alors, l'exil de Boulanger est vécu vraiment comme une trahison par ses partisans en France. L'homme providentiel, tout compte fait, n'a pas osé. Et le mouvement boulangiste se délite très rapidement. Aux élections qui suivent, tous les candidats du général Boulanger sont balayés. Évidemment, leur chef n'est plus avec eux. Et la République, finalement, se sort renforcée de cette crise. Et alors, Boulanger, de son côté, est vraiment un homme brisé. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de rôle politique. Il a perdu son prestige. Il erre entre la Belgique et l'Angleterre. Et finalement, il se replie sur sa vie privée. Il a une maîtresse qui s'appelle Marguerite de Bonnemain. Et lorsqu'elle meurt en 1891 de la tuberculose, il ne résiste pas, il s'effondre. Et le 30 septembre suivant, à Ixelles, donc à côté de Bruxelles, il se rend sur la tombe de sa maîtresse et il se suicide. On le voit à l'écran dans cette gravure très célèbre du Petit Journal. Il se suicide d'un coup de revolver dans la tête, ce qui fera dire à Clémenceau cette phrase féroce dont il avait le secret: il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Il est particulièrement romantique, ce général Boulanger. Il est romantique, oui. Quel est son héritage ? Alors son héritage finalement est très réduit parce que Boulanger n'a jamais pris le pouvoir. Il n'avait pas vraiment de programme politique, hein, c'est ce que vous nous avez expliqué. C'est un programme vague qui tient en quelques idées qu'on trouvait déjà finalement sous le Directoire, à une époque où le pouvoir était très flottant et Bonaparte a su s'en emparer, lui. Mais malgré tout, son aventure marque vraiment la vie politique française, puisqu'on analyse souvent le boulangisme comme un précurseur des aventures individuelles modernes. Ouais. Et là, évidemment, on pense à Charles de Gaulle en 1858 qui revient à la faveur malgré tout d'un coup de force, si ce n'est d'un coup d'État, en s'appuyant en plus sur l'armée, sur la question de l'Algérie. Le boulangisme, c'est aussi une mise en garde finalement contre le culte du chef. Mais ça reste également un moment clé dans la consolidation de la Troisième République, puisque jusque finalement sa mort en 1940, la Troisième République ne sera plus jamais vraiment menacée. Et somme toute, Boulanger incarne une figure tragique, celle d'un peuple, d'un homme qui a porté les colères de son temps, qui est devenu un symbole malgré lui, mais qui en définitive n'a pas pu prendre le rôle que l'histoire était prête à lui offrir.
Merci beaucoup, Geoffroy Cahier, de nous Victoire. avoir raconté l'histoire de ce général Boulanger et de son élection à Paris comme député. On vous retrouve évidemment lundi prochain sans Avec faute. plaisir. Et moi, je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.